Moi, je m'appelle Fabrice Menlo, je suis le dirigeant d'une société qui est basée à Lyon, qui s'appelle Crop & Co. Crop & Co, depuis une vingtaine d'années, on accompagne les acheteurs et les équipes achats et les directions générales de temps en temps pour mettre en place et développer les organisations achats. Donc, c'est notre terrain de jeu chez Crop & Co. L'organisation achat, comment on la met en place, comment on la développe, comment quelquefois on la réorganise, tout ce qui touche à l'organisation. On a également une activité de formation parce que ça permet de faire bouger l'organisation. Et puis surtout maintenant depuis 7 ans, on a une activité digitale où on a développé une plateforme qui aide les acheteurs à faire leur métier, qui s'appelle Ocaveo. Et donc du coup, c'est une activité qui est en grande croissance. Pourquoi? Parce que vous les acheteurs, vous êtes aussi très présents maintenant sur ces sujets du digital avec des solutions, des outils que vous utilisez. Donc du coup, c'est une partie importante de notre activité. En termes de site internet, je précise toujours, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment on communique. Donc nous, on a un site institutionnel qui s'appelle cropandco.com, dans lequel on présente nos activités. On a un site qui est dédié plutôt au digital, qui s'appelle Bonjour Amandine, un petit clin d'œil qui s'appelle ocaveo.com, sur lequel vous retrouverez notamment des témoignages et aussi des informations sur le SI achat d'une manière générale. Voilà. Et puis j'ai décidé, comme si ça suffisait pas, de créer un site qui s'appelle Apprendre les achats, où là je m'autorise de parler du métier achat et d'ouvrir un peu. Donc on n'est pas pour faire un public reportage pour les activités de Crop & Co, mais c'est plutôt pour parler du métier, de publier sur c'est quoi être acheteur, c'est quoi d'interviewer des personnes. Bref, donc là on prend pas mal de plaisir aussi sur ce site, avec une chaîne YouTube où on diffuse pas mal également de vidéos. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc Crop & Co, les activités plutôt conseil, transformation, Ocaveo, l'activité digitale, et Apprendre les achats. Et puis je suis présent sur LinkedIn, donc si vous avez besoin de se connecter, LinkedIn, c'est devenu un peu notre outil de réseau aux uns et aux autres. Donc ce webinaire, il fait partie d'une série de webinaires que j'ai décidé de lancer maintenant depuis le début de cette année, que j'appelle Et si on parlait achat. Et généralement, dans ces webinaires, je vais chercher un invité, un spécialiste. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je me suis auto-invité, on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, est-ce que du coup on ferait pas un webinaire où, avec vous, et vous qui êtes présents en ce moment où je vous parle, on vienne parler du métier. Alors je vais être un petit peu tout seul à parler, encore que je m'interdis pas de faire monter sur scène des personnes avec moi, mais l'idée ça va être de réagir un peu aux questions, aux thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on communique. Et donc du coup, ce que je vais vous demander pendant ce webinaire, c'est de pas hésiter à poser des questions, à m'interroger, parce que c'est moi qui suis derrière l'écran, mais quelque part, vous êtes vous tous, vous avez la possibilité d'interagir, de réagir. Et puis je vous dis, on se privera pas de vous appeler avec moi pour parler si vous souhaitez prendre la parole. Donc voilà, c'est un webinaire un peu particulier que je vais tester, et cette idée, elle m'est venue des échanges. Vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, que je communique assez régulièrement, et notamment tous les mardis, j'envoie une newsletter sur le métier achat, et souvent j'ai des réactions, et quelquefois je me dis que les réponses que j'apporte à la personne qui m'a questionné, je me dis, mais je suis sûr que c'est des fois des questions que d'autres personnes peuvent être amenées à se poser. Et donc, bonjour François, je suis super content que tu sois là. Et donc du coup, oui, je me dis que ces réponses que j'apporte à certaines personnes, peut-être que ça peut quelquefois intéresser d'autres personnes, parce qu'elles ont sur des problématiques qu'on rencontre. Vous connaissez nos grands sujets d'actualité aux achats, la RSE, pour ceux qui sont dans des univers industriels, c'est logique de réindustrialisation, de relocalisation, cette performance économique qui est quand même toujours un peu présente, cette relation à ses fournisseurs qui a un peu changé, avec des fournisseurs qui souvent ont pris un peu le pouvoir dans la relation avec vous. Donc du coup, on évoque tous ces thèmes, et puis ça permet d'échanger de grandes. Grande introduction, donc. Et si on parlait achat,
Ça, c'est la partie introductive. Et maintenant, eh ben, on est parti. C'est-à-dire que c'est vous qui allez me dire un petit peu sur quel sujet vous souhaitez qu'on puisse échanger, si vous avez aussi des choses à partager. Et je vous dis, moi, je vais essayer de les évoquer. Je vais essayer, du coup, si c'est des thèmes qu'on peut partager sur lesquels vous avez une prise de parole, eh ben, hop, je vous invite. Je maîtrise bien cette partie-là du webinaire et vous venez sur scène avec moi pour parler, qu'on discute tous les deux, qu'on échange. Donc pour l'instant, pour échanger, ben c'est le chat ou les questions. Laetitia, acheteur biomédical, achat public. Ça veut dire que peut-être dans un univers hospitalier, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit les j'ai acheté. Il se passe des choses intéressantes à l'hôpital en termes d'achat, avec quand même, on peut se le dire, des douleurs. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec les acheteurs hospitaliers depuis très longtemps, puisqu'on a participé chez Copenco à beaucoup de programmes de transformation avant que les GHT existent. On a commencé à travailler avec les CHU avant même que le programme phare pour le programme, on va dire, d'amélioration des achats existe. Donc, on a vu toutes ces transformations. Il s'est passé plein de choses très intéressantes au niveau du métier. Après, la difficulté, c'est aussi une difficulté qui est plus liée à la capacité à avoir des moyens, des équipes, et puis une grosse machine, quoi. Un centre hospitalier, c'est en soi-même souvent déjà une petite ville, mais quand vous rajoutez à ça des établissements qui sont dans des endroits un peu distanciels, une petite couche quand même de politique qu'il faut pas qu'on néglige, puisque le patron d'un centre hospitalier, il aime bien être patron chez lui, donc quand on lui dit que tout d'un coup on va travailler tous ensemble, c'est pas hyper fluide partout. Voilà, donc des bonnes pratiques, je trouve, et une bonne structuration. L'État a fait plein de choses intéressantes dans l'univers hospitalier. Puis après, il y a une réalité du terrain avec quelquefois des petits écarts entre, toujours pareil, entre ce qu'on aimerait pouvoir faire et ce qu'on peut faire et ce qu'on fait. Mais oui, moi on a des bonnes expériences. Et on continue aujourd'hui sur l'aspect digital, puisque ils sont, comme tout le monde, concernés par ces approches digitales. Allez, super, Primrose, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Bonjour à tous. Je m'interroge sur 2 points aujourd'hui. À quand un webinaire sur l'économie de la fonctionnalité? Et seconde question, je recherche beaucoup les leviers d'économie des achats de classe A et aussi les critères de réussite. Allez, on va prendre les leviers déjà, les leviers d'économie, les achats de classe A. Bon, du coup, vous êtes tous familiers, classe A, classe B, classe C. Et classe A, c'est souvent vos achats les plus importants, ceux qui pèsent le plus. Alors, vous savez que pour classer les achats, on a cette fameuse matrice de Kraljic. Kraljic, c'est pas un joueur de foot, je dis souvent, mais c'est une personne qui a beaucoup travaillé pour aider les acheteurs à classifier, et dans ces achats, on vient regarder ce qui est stratégique, ce qui est moins, ce qui pèse beaucoup, et souvent dans ce qu'on appelle les achats leviers. Alors là, on va parler des leviers. C'est les leviers qui permettent de faire souvent des économies, des gains. Donc du coup, c'est important de bien les identifier. Puis après, les leviers pour faire des gains, vous êtes généralement sur des sujets qui sont assez compétitifs, puisqu'on est dans les achats leviers. Donc la mise en concurrence, la sollicitation des fournisseurs, tout ça, c'est des thèmes qui vont vous permettre de faire des économies. Donc j'allais dire la réponse à votre question, Primrose, sur les leviers, c'est ce qu'on va retrouver dans votre stratégie d'achat. Quand vous travaillez sur une famille ou un domaine d'achat, vous allez travailler sur ce qu'on appelle la stratégie. Et pour faire la stratégie, c'est assez simple. Vous avez d'un côté à bien comprendre ce dont vous avez besoin d'acheter, c'est les éléments internes. Et de l'autre côté, quels sont les fournisseurs, c'est ce qu'on appelle le marché fournisseur, qui va vous permettre d'acheter. Voilà, quels sont donc de quoi vous allez avoir besoin sur les 2-3 prochaines années, ou au moins l'année en cours, et quels sont les fournisseurs qui peuvent satisfaire ces besoins. Quand vous rentrez ces 2 données, vous allez écrire votre stratégie, et c'est là que vous allez vous poser comme question: est-ce que j'ai besoin d'un fournisseur, de 2 fournisseurs, de 3 fournisseurs? Est-ce que je signe un contrat pour 6 mois, pour 1 an, pour 10 ans? Est-ce que je repense mon besoin? Vous savez qu'en achat, on a un levier intéressant, c'est le challenge du besoin en interne. Donc du coup, voilà, comment je peux opérer tout cela, et ça vous donne une stratégie, ça vous permet d'identifier des objectifs, et puis ensuite, du coup, de mettre
en pratique. C'est-à-dire sur une catégorie de dépenses, si vous avez 4 fournisseurs et que votre stratégie c'est d'en avoir qu'un seul, et du coup vous allez vous dire comment je passe de 4 à 1. Voilà, est-ce que je fais une consultation, est-ce que je reçois ces 4 fournisseurs, est-ce que ce fournisseur que je veux garder, il est dans les 4, ou alors est-ce que c'en est un autre. Voilà, autant d'éléments qui vous permettent de bâtir in fine ce qu'on appelle un plan achat. Voilà, et c'est important de faire des plans achats parce que c'est souvent la bonne manière de passer d'un type de fonctionnement qui est très réactif, c'est-à-dire je viens de voir et j'ai des besoins et du coup tu réagis à mes besoins, à une vision plus prospective. C'est-à-dire tout d'un coup je sais qu'on va avoir des besoins, du coup je me prépare, je m'organise, je fais de la veille, je fais du sourcing, je mets en place des accords pour que le jour où je dois opérer l'achat, du coup je sois plus performant. Donc du coup, stratégie d'achat, c'est peut-être une des pratiques je trouve, qui permet vraiment de se dire qu'on est aux achats. Voilà, une organisation achat qui fait pas de stratégie, elle est border entre les achats et les appros. Si je voulais un petit peu vous chahuter ce matin. Alors, je vois qu'il y a un bon élève dans la classe. C'est Isabelle, messieurs dames, parce que Isabelle, elle a posé la question dans l'onglet question. Donc merci Isabelle. Alors, les critères de sélection environnementaux dans la commande publique. Le sujet est peut-être trop vague. Oui, je confirme, le sujet est très vague, mais on va essayer quand même de donner des éléments de réponse. Alors du coup, comme on est dans une démarche assez collaborative, au-delà de ce que je vais pouvoir vous dire sur ces sujets de RSE, est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, et vous êtes presque une quarantaine là à participer à ce webinaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez avancé sur ces sujets de RSE et qui du coup, si jamais il y a quelqu'un qui lève la main, cette personne, je la fais venir avec moi sur scène, je vous invite, et du coup, comme ça permet d'essayer de répondre à... Hop, je regarde un petit peu, on va parler stratégie d'achat, Floriane. Je vais rester sur le sujet de Isabelle, du coup, avant que je commence à donner quelques points de repère. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui nous écoutent qui veut venir essayer avec moi de répondre à Isabelle comment on réfléchit à cette question des critères dans cette dimension alors un peu plus large autour de RSE. Dans l'univers public, vous allez entendre parler souvent de plus en plus de SPASER, c'est le terme qui veut dire schéma de promotion des achats responsables. Je vois que c'est en train de réagir. Jennifer, du coup c'est génial. Alors il y a un petit temps de décalage. Il faut que je meuble le temps que je voie arriver vos réponses. Donc du coup il y a beaucoup d'initiatives. Bien sûr, les achats responsables, c'est au cœur de ce qui est en train de se passer. Alors j'ai souvent des achats qui me disent mais les achats c'est responsable. Oui, c'est vrai, mais là du coup on franchit vraiment un palier et c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi je peux vous raconter qu'il y a quelques jours on a reçu un appel d'offres d'un grand acteur public, qui classiquement dans les univers publics il y a déjà beaucoup de choses sur les achats responsables, mais que là qu'il l'a fait avec une importance toute particulière par rapport à ces critères de sélection. J'ai trouvé que la démarche est super intéressante. Alors après elle nécessite, c'est très dynamique entre toute cette chaîne de valeur qui va des clients aux vendeurs. Allez, tiens, voilà, c'est Amandine du coup qui a levé la main la première. Alors, merci d'avoir réagi. Du coup, la question que nous posait Isabelle, c'était comment on peut évoquer ces critères de sélection environnementaux dans la commande publique. Peut-être, vous pouvez nous relater un petit peu ce que vous faites, un petit peu alors rapidement où vous êtes, que chacun vous situe aussi un petit peu. Donc, bonjour, je suis acheteuse chez MTAG, qui est l'exploitant du réseau de transport en commun de Grenoble. Donc, on est soumis au Code des marchés publics en tant qu'entité adjudicatrice. Et donc, effectivement, les critères RSE font partie de nos critères de choix pour les marchés. Donc, moi, je saurais pas forcément répondre à la question, mais je peux partager, je propose de partager les pratiques qu'on a. Super, c'est génial. C'est génial. On prend Amandine.
Ok, alors nous on travaille sur la partie RSE, on travaille sur plusieurs aspects. On a une partie d'évaluation du fournisseur dans sa démarche globale, la démarche globale de son entreprise qu'on évalue sur la base d'un questionnaire. On a créé un questionnaire qu'on appelle le questionnaire développement durable et insertion qui reprend tous les grands postes de la RSE. Donc, on a la partie qualité, la partie certification, une partie label, une partie qualité, une partie environnementale, etc. Et notre idée, en fait, c'était de mettre à disposition de nos clients internes un outil qui leur permette facilement d'évaluer les fournisseurs sur cet aspect-là. Donc, ce questionnaire est composé de 40 questions. On n'envoie pas forcément les 40 questions aux fournisseurs parce que c'est trop important à compléter, mais on sélectionne en fonction du marché les questions qui semblent les plus pertinentes à laisser dans le questionnaire. Et donc, on a derrière ça proposé à nos clients internes une grille d'analyse où ils savent qu'en fonction de telle ou telle réponse, ils attribuent X points aux fournisseurs. Donc voilà, ça nous permet de traiter une partie de l'action. On a également, on se fait aider là par la métropole de Grenoble qui a un service dédié à l'insertion et qui nous aide à closer sur la partie insertion, à challenger nos fournisseurs sur un nombre d'heures. Donc on s'appuie sur leur expertise parce que eux sont spécialisés sur cet aspect-là. Donc ils vont savoir en fonction du domaine d'achat que l'on traite adapter l'exigence du nombre d'heures aux fournisseurs. Donc ça traite, ça c'est l'évaluation, mais plutôt globale du fournisseur. Et après, on a monté aussi en interne chez MTAG, dans le cadre d'un projet d'entreprise, un groupe projet réunissant toutes les directions. En fait, j'avais un client interne de chaque direction de l'entreprise pour traiter du cycle de vie des produits et en fait, notre objectif, c'était aussi de proposer à nos clients internes, la demande de la direction, c'était d'intégrer des exigences cycle de vie dans les cahiers des charges. Mais face à ça, nos clients internes étaient un peu démunis. Donc, le but, c'était de leur proposer un outil facile à utiliser, mais pour répondre à l'exigence de la direction générale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté ce groupe projet transverse en prenant volontairement un client interne de chaque direction parce que un client interne qui va faire de la maintenance sur du tram va pas avoir les mêmes exigences cycle de vie qu'un client interne qui va acheter par exemple dans une agence de com des prestations de conseil. Enfin voilà. Donc le but c'était que cet outil soit vraiment utilisable par tous et en raisonnant sur chaque partie du cycle de vie des produits, on a défini une 50aine d'exigences. Alors, faut pas prendre peur, hein, le but c'était de voir large et pour que derrière nos clients internes puissent aller lire ces 50 exigences et regarder dedans les 2 à 4 exigences qui lui semblaient les plus adaptées à son marché. Et donc, on a fait ça. C'était très intéressant parce que comme il y avait vraiment plusieurs clients internes pour échanger, on a pu quand même balayer une bonne partie, je pense, du cycle de vie. Et aujourd'hui, on a réussi à démocratiser cette pratique parce que l'outil il est facile d'utilisation. Et donc, dans chaque mémoire technique, dans chaque CCT, on demande on insère ces exigences à nos fournisseurs et dans chaque mémoire technique, trame de mémoire technique, on demande aux fournisseurs de nous expliquer en quoi il est capable de remplir cette exigence et ça c'est évalué dans nos offres. Voilà. Super. Donc du coup à la fois une logique de questionnement sur des trames en fonction des thèmes et des sujets qui s'y prêtent bien et du coup moi j'ai 2 questions. Est-ce que du coup ces clients internes, ils jouent le jeu, j'allais dire, parce qu'à un moment donné, on peut prévoir un dispositif, mais est-ce qu'il est vraiment utilisé? Et est-ce que vous, derrière, vous réussissez aussi à le faire vivre, parce que moi, je vois souvent beaucoup de choses, des questions, des trucs qui sont très chouettes, on va dire presque académiques, mais dans la vraie vie de tous les jours, est-ce que c'est bien un outil qui est utilisé? Parce que la finalité, c'est quand même de faire des achats dans des environnements qui respectent tous ces critères, qui soient très vertueux.
Voilà, donc les clients internes, est-ce qu'ils participent vraiment et ils jouent avec vous sur ces sujets-là? Et deuxièmement, comment c'est utilisé tous les jours, on va dire? Alors, les clients internes, on a de la chance. Effectivement, ils jouent avec nous. C'est rentré dans les pratiques et en fait, au début, on n'était pas sur cet outil. Là, la démarche, elle date un peu. Initialement, on avait un questionnaire qui était très ouvert. Ils n'avaient pas de guide d'analyse, donc c'était vraiment compliqué. Ils étaient un peu démunis face à l'exercice. Maintenant qu'on leur a donné une solution clé en main, c'est rentré dans les pratiques. Ils le font vraiment bien volontiers. Et en plus, si vous voulez, nous, moi en tant qu'acheteuse, mais aussi ma collègue du QSE avec qui j'ai monté ce questionnaire, on se tient toujours à disposition des clients internes pour les aider quand ils ont des difficultés à faire une analyse. Donc, le fait d'être facilitateur, de faciliter les examens font que l'outil est bien utilisé. Donc ça, je vous parle là du questionnaire. Sur la partie exigence environnementale, ce qui a vraiment bien marché, c'est le fait d'associer chaque direction comme je vous l'ai présenté. Et ces clients internes qui étaient associés dans le projet, en fait, ont émis les idées, ont proposé des solutions et sont maintenant nos ambassadeurs. Donc, ils font le relais dans leur service et grâce à ça, on a une bonne collaboration des clients internes et quoi qu'il en soit, après, à la fin, c'est pas par ça que je vais commencer, mais de toute façon, c'est rentré dans nos procédures et nous, service achat, on laisse pas sortir un DCE s'il répond pas à ces critères-là. Super. C'est concret, c'est précis. C'est Amandine. Du coup, Amandine, vous verrez dans le chat. Du coup, vous avez des félicitations. Il y a Isabelle qui vous dit, du coup, Amandine, est-ce que je pourrais avoir un petit retour sur cet outil, voire peut-être l'outil, blablabla. Bon, après, une fois encore, LinkedIn, on se connecte à Amandine, on fait coucou, vous échangez et on grandit. Moi, j'aime bien l'idée aussi d'aller voir un peu ce que j'appelle le grand frère. Et c'est vrai que vous êtes basé à Grenoble. Alors, au-delà du fait que je sais que la métro de Grenoble est acteur un peu aussi, en tous les cas pas loin de vous, puisque du coup vous êtes le réseau de transport du territoire. Mais quand bien même ça serait pas le cas, moi je vous encourage à aller voir ces grands acteurs publics qui sont pas loin de vous, parce que c'est des questions qu'ils ont eu abordées, parce que une fois encore ils ont été aussi contraints très vite. D'y aller au-delà de la dimension politique ou de la dimension, on va dire, citoyenne, qu'on pourrait rencontrer derrière ces dynamiques-là. Et ils ont plein de choses à partager. Et moi, en tous les cas, pour avoir accompagné des clients dans cette logique de partage, ils sont toujours super. Vous rencontrez plein de gens prêts à partager avec vous tout ce savoir-là. Et donc, du coup, là, on est sur de la bonne intelligence de partage. Généralement, autant quelquefois les acheteurs, on n'est pas très bons pour partager des choses, autant là, je trouve que sur ces thèmes, ça marche bien, c'est chouette. Eh bien, écoutez, Amandine, comme d'hab, c'était très bien. Merci, Fabrice. Allez, alors, je vois juste, avant de vous abandonner, voilà. Bon, du coup, il y a Francis qui va nous toucher un peu tout ça. Alors, je vais lire ce que nous dit Francis, et puis on va voir si je vous libère. Je risque de toucher un peu la volonté de mettre en œuvre une démarche responsable dans un contexte de pénurie nombreuse. La difficulté actuelle à obtenir des offres. Oui, alors bien sûr, il y a de la pénurie. On est d'accord, c'est pas fastoche, mais la démarche achat responsable, elle peut concerner plein de dimensions. Moi, je vous dis, on a une société d'une quinzaine de collaborateurs dans un univers qui est bien spécifique, puisqu'on est dans le conseil, le service, le logiciel. Et pour autant, on a une stratégie qu'on déploie, on réfléchit à toutes les dimensions, y compris les dimensions de décarbonation, etc. Et donc je me dis, en vérité, on peut pas se dire ça concerne plus certains que d'autres, les petits, les moyens, les industries. Oui, alors après c'est pas facile, c'est ça que j'entends dans ce que nous dit Francis. Et il y a d'autres enjeux, mais c'est en tous les cas quand même dans votre terrain de jeu. Et moi je vous encourage à pas le laisser trop de côté, parce que ça va être aussi plus compliqué. Et j'ai même des premiers fournisseurs qui me disent, dans la relation qu'on a avec nos clients, quand on s'aligne aussi sur les enjeux RSE de nos clients, pour certains fournisseurs, c'est aussi très important d'avoir des clients très vertueux sur cette dimension-là aussi.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Fabrice? Vous me faites penser à quelque chose. Justement, dans ce cadre-là, j'étais contente de... En fait, on a passé un marché sur la publicité sur les bus et nos fournisseurs, quand ils avaient répondu, ils n'étaient pas hyper forts sur la partie développement durable. Bon, on a attribué notre marché et un an après, je crois, mon fournisseur attributeur est venu me voir tout content avec un document sur la RSE en me disant merci d'avoir fait ce questionnaire, ça nous a permis de nous remettre en question et voyez, j'ai réussi à mobiliser la direction pour qu'on mette en place une vraie démarche RSE. Donc bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est une belle victoire et c'est intéressant de partager là-dessus. Voilà. C'est chouette. On est tous acteurs sur ces sujets-là, voilà. Et on entend beaucoup parler. Les associations d'acheteurs font beaucoup de travail aussi pour promouvoir ça. Donc du coup, ouais, c'est chouette. Bon, Amandine, je vous laisse reprendre une activité normale. Merci. Merci d'avoir réagi et d'être venu nous rejoindre. Merci. Super. Donc, voilà, vous voyez, c'est fastoche. Vous levez la main, vous venez, vous exprimez, on partage, on s'enrichit et on continue. Alors, pendant qu'Amandine nous parlait, j'ai lu un petit peu. Alors, dans le chat, comme vous êtes nombreux à réagir dans le chat. Si vous avez la gentillesse de poser dans l'onglet questions, c'est plus fastoche pour moi. Mais j'ai récupéré au passage une autre question, et pardon parce que j'ai pas noté le prénom de la personne qui a eu la gentillesse de la poser, qui concerne la dimension acheteur public, acheteur privé. C'est un thème permanent. Moi qui suis dans les achats depuis quelques dizaines d'années, j'entends ça pendant très longtemps. Il y a très longtemps, on avait une vision un peu voilà, l'acheteur public, c'était quand même pas très, c'était souvent, on était proche de cette dimension un peu juridique, marché, administrative. Ça a énormément changé. Aujourd'hui, en tant que consultant, je le dis souvent, il n'y a pas de grande différence, hein, et je sais que ça va vous faire réagir, mais je l'assume complètement. Il n'y a pas de grande différence entre pratiquer le métier achat dans l'univers public et dans l'univers privé. Je parle du métier achat, c'est-à-dire, je m'intéresse aux besoins de mes clients internes, je regarde le marché fournisseur, je fais de la veille et du sourcing, je bâtis ma stratégie d'achat, je mets en œuvre ma démarche contractuelle, je prépare ma négociation, j'exécute mon contrat. Voilà, sur ces grandes activités du métier, que vous soyez dans le privé ou dans le public, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui change, bien évidemment, c'est que dans le public, vous avez ce code de la commande publique qui vous organise un peu ces éléments de processus, qui au passage, de mon point de vue, est plutôt une bonne chose. Hein. Moi, je trouve que la démarche achat dans l'univers public est souvent assez organisée. Pourquoi? Parce que si vous la respectez pas, il n'y a pas d'achat. Hein. Et donc du coup, l'infructueux, tout ce qu'on veut, etc. Donc vous êtes obligé et contraint d'y respecter. Alors après, oui, c'est un cadre. Mais vous savez, moi j'ai travaillé dans l'univers privé pendant très longtemps. J'avais un cadre qui était le cadre des procédures dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas sur le métier, une fois encore, voilà. Alors après, bien évidemment, il y a des éléments de culture quand vous travaillez dans un hôpital, dans une collectivité, dans une société qui fabrique du plastique, dans une mutuelle ou dans une assurance. On va dire que l'ADN, la culture n'est pas la même. Et là, oui, il y a des éléments de différence. C'est vrai que l'univers public, il y a un certain nombre d'éléments de différence. Et puis après, il y a d'autres éléments de différence. Et d'ailleurs, on en parlera, je vous le disais, avec Sébastien Topiac pour notre prochain webinaire au mois de décembre, sur notamment les éléments de reconnaissance. Et on sait que, par exemple, dans l'univers public, tout ce qui est autour des éléments de rémunération, voilà, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu plus compliqué, encadré, voilà, que dans certains univers privés. Et c'est pas toujours non plus blanc-noir, il faut pas le voir comme ça, mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a des logiques de classification, de nomenclature qui font que les choses sont peut-être un peu plus compliquées, mais c'est un tout aussi. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont dans l'univers public, il y a le métier, il y a peut-être d'autres visions du métier. Donc moi, je peux dire, sur le métier, je vois pas de différence, et nous qui travaillons aussi bien avec des acteurs publics que privés, pour tout vous dire, on a souvent des discours, et d'ailleurs certains de nos clients qui m'écoutent peuvent le confirmer, qui sont la même chose, d'autant plus que le code, une fois encore, permet énormément de choses. Autant il y a 10-15 ans en arrière, on avait un code qui vous embêtait un peu, mais le code vous autorise tout à fait à parler avec vos fournisseurs, à sourcer, vous avez toutes les possibilités. Donc non, il n'y a pas de différence pour moi entre les deux, et c'est la même chose d'ailleurs quand je parle de
la stratégie. Je crois que j'ai vu aussi une question sur le sujet de la stratégie. Comment mettre en place une stratégie achat dans l'air public, mais comme dans le privé, je vous l'ai dit, c'est la même manière, si ce n'est que dans le privé, on va s'intéresser à aller voir quels sont les besoins. Dans le public, on a une phase qu'on appelle le recensement des besoins. Donc du coup, quand on recense tous les besoins de ce qu'on va avoir à acheter, on a une bonne connaissance des besoins de l'organisation. On va s'intéresser aux fournisseurs, à son marché fournisseur, on va faire du sourcing, on va faire de la veille, on va faire du réseau, comme on est en train de le faire là aujourd'hui, et avec tout ça, on va bâtir une stratégie. Et c'est bien à ce moment-là que l'acheteur dans le public, il va définir comment il veut opérer cet achat. Et la logique des seuils, c'est un premier sujet, mais il y a plein d'autres sujets à définir. Votre stratégie d'allotissement, c'est bien une démarche stratégique qui va vous permettre de dire le marché, voilà comment je veux l'attribuer, comment je veux le présenter, comment ces besoins. Il y a des organisations publiques qui présentent leurs besoins à travers des communications sur leur site, voire même qui organisent des réunions pour présenter les besoins, et qui font un travail extraordinaire sur ce que j'appelle moi l'attractivité du marché fournisseur. Clairement, voilà, il y a d'excellentes pratiques. On peut plus dire c'est tout bien d'un côté, c'est tout différent de l'autre. Non, voilà. Et j'ai d'excellentes pratiques dans l'univers public et des très mauvaises pratiques dans certains univers privés. Voilà. Après, il y a des hommes et des femmes, et puis il y a des dirigeants, et puis il y a des gens plus ou moins performants. Mais du coup, voilà. Après, une fois encore, il y a d'autres éléments dans le public. En ce moment, c'est plus compliqué. La reconnaissance, la relation au temps, il y a plein de choses qui font que là, il peut y avoir des différences. Oui, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a des questions. C'est super. Et merci de les poser. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Isabelle, tac. Tac, j'ai terminé de répondre. Ensuite, une question de Thomas. Merci Thomas. Comment la mise en place de nouveaux indicateurs, ces fameux KPI, en matière de développement durable, peuvent-ils contribuer à l'amélioration de la performance globale d'un service achat? C'est une bonne question. Alors moi là aussi, je peux amener des éléments de réponse. Je vais faire pareil. Est-ce que on va faire appel à notre intelligence collective? Est-ce que dans le chat, vous avez des personnes qui... donc tout à l'heure, Amandine nous a expliqué un peu la méthode, les questionnaires, comment elle a participé avec les clients internes, comment elle utilise. Super. Deuxième éclairage sur cette partie RSE. Là, on vient dans la logique du pilotage des indicateurs. Est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui a une expérience à partager sur cette notion de pilotage? Une fois encore, Amandine, elle a fait le job en disant... On interroge les clients internes, on s'intéresse aux besoins, on bâtit les questionnaires, on donne ces informations aux fournisseurs. Super. Maintenant, on regarde une deuxième dimension, c'est la dimension du pilotage. Tableau de bord, indicateur. Avant que je vous partage moi mon retour d'expérience, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main et que du coup, je pourrais faire participer à la réponse? Alors déjà, d'une manière générale, avant même qu'on parle des indicateurs de développement, c'est l'occasion de rappeler là aussi cette logique de KPI, d'indicateur. La première chose simple que moi je veux rappeler, c'est que un indicateur, d'accord, il va venir mesurer, vous donner une information par rapport à l'enjeu d'un objectif que vous êtes donné. Je dis ça parce que souvent, là par exemple typiquement on me pose souvent cette question. Du coup, Fabrice, quels sont les 5 indicateurs les plus importants pour piloter la performance d'une organisation achat, etc. Alors bien sûr que quand même globalement on a des choses qui se retrouvent un peu chez les uns, chez les autres. Mais moi la question que je pose souvent, c'est de dire mais quels sont tes objectifs? Voilà, quels sont tes objectifs? Et c'est la même chose, Thomas, qu'on pourrait répondre. Quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés en termes d'évolution de développement durable, pour que du coup on aille mesurer sur ces objectifs l'indicateur. Typiquement, si en fonction de notre situation, on veut mettre l'accent sur la dimension économique locale, par exemple, avec toutes les réserves, attention de bien le faire dans le cadre de la loi et des possibilités. Si ça c'est un objectif, on va mettre en place des pratiques, c'est-à-dire comment, du coup, je vous parlais tout à l'heure d'attractivité. Si je veux en effet booster et doper ma stratégie auprès des acteurs économiques locaux, il faut que je m'adresse à eux. Comment je communique auprès d'eux, à quelle fréquence, comment je permets à des petits acteurs de rentrer en relation avec moi qui suis un acteur public, par exemple, et de pas penser que parce que je suis la métropole de Lyon, du coup, je pourrais jamais, si je suis une petite boîte de 5 personnes, travailler avec la métropole de Lyon.
c'est pas vrai. Donc du coup, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ensuite je vais réfléchir comment je mesure cette dimension-là. Et voilà. Donc la réflexion et la réponse à la question de Thomas, elle est souvent dans la réflexion en amont de l'objectif qu'on s'est donné. Et donc si du coup la performance globale du service achat, on sait qu'il y a une partie qui est on va dire amenée par cette dimension RSE par exemple, et bien du coup on va pouvoir ensuite le mesurer. Donc j'allais dire, l'indicateur c'est la conséquence en vérité. C'est pas ça qu'on définit en premier. En premier, c'est quoi notre objectif. Donc déjà dans la question de Thomas, il nous parle de l'amélioration de la performance globale du service. Bon, on n'a pas le temps. On pourrait s'intéresser. C'est quoi la performance globale du service? C'est quoi les grands enjeux? Est-ce que vous êtes là pour produire une performance économique? On est des acheteurs, donc souvent c'est sous-jacent, la dimension économique, on le sait bien. Ces derniers temps, Francis nous le rappelait gentiment, on est là pour permettre de fonctionner, et quelquefois simplement de pouvoir approvisionner et d'avoir des contrats avec des fournisseurs qui nous permettent d'approvisionner, c'est devenu une performance dans certains secteurs. Voilà. Quelquefois, on est dans des logiques d'innovation. Je vois l'exemple des KPI dont vous parlez. Moi, j'ai quelques clients qui, sur l'innovation, c'est pareil. Après avoir mis en place des pratiques pour solliciter cette innovation, viennent mesurer les initiatives de leurs fournisseurs, viennent les encourager, organisent des journées fournisseurs innovation, etc., etc. Donc, du coup, voilà. Là, l'idée, c'est de se dire, dans la question, c'est quoi la performance attendue? Deuxièmement, dans cette performance attendue, comment la dimension développement durable ou RSE va jouer un rôle. On est loin de ce qu'on a vécu il y a quelques années en arrière autour de ce fameux greenwashing, où du coup on parlait de plein de choses, mais dans les faits on le faisait pas du tout, c'est pas vrai. Et puis troisièmement, une fois que tout ça s'est construit, après assez simplement, quelquefois c'est pas si simple, mais on va aller se poser la question de l'indicateur, comment je le pilote. Voilà, si typiquement je vous prenais l'exemple de ce territoire local et de l'animation locale de mes fournisseurs, comment je le pilote? Est-ce que j'organise 3 conventions? Est-ce que je mesure le nombre de fournisseurs locaux qui répondent à mes appels d'offres? Est-ce que je fais une enquête de satisfaction? Est-ce que voilà, là c'est votre créativité qui n'a pas de limite. Pensez juste à une chose, quand on veut suivre des indicateurs, pensez à récupérer comment je récupère la donnée. Parce que des fois je vois des indicateurs très intéressants sur ce que mangent les enfants à la cantine. C'est chouette, mais du coup, comment on mesure tout ça, et il faut pas que vous vous transformiez à passer la moitié de votre temps ensuite à récupérer la donnée pour la calculer. Donc, des fois, faites des indicateurs qui sont peut-être plus simples, mais qu'on peut opérer plus facilement. Je dis toujours que le smiley, c'est un indicateur. Voilà, donc n'hésitez pas à le jouer. Bon, voilà, dans l'exercice que je vous propose, Thomas, ce que je peux vous dire, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, faut qu'on essaye un petit peu d'échanger ensemble, mais au moins, voilà. Question de Lohan. Lohan. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lohan? Bonjour à tous. Je cherche des bonnes pratiques pour alléger le processus de création tiers dans nos outils. Trop long, trop compliqué, surtout pour les fournisseurs réalisant des actes de faible montant ou dans l'urgence, tout en respectant le cadre réglementaire, bien évidemment. Donc là, vous abordez un sujet, Lohan, qui est important, qui est important parce qu'on démarre dans le sujet de se dire, et là c'est intéressant, quel rôle jouent les achats dans ce processus de création? Pour moi, s'il y a bien un processus où les acheteurs doivent être propriétaires, c'est bien le processus de création des fournisseurs, des tiers dont vous parlez. Donc là, du coup, vous êtes tout à fait légitime, me semble-t-il, à réfléchir un petit peu comment on met en place ce dispositif, ce processus. Deuxièmement, ce qu'on peut éclairer aussi un petit peu, ce que vous éclairez, c'est ce qu'on appelle, là tout à l'heure on a parlé des classes A, là on parle maintenant des classes C. Les classes C, ce sont quoi? Ce sont tous les fournisseurs qui représentent des très faibles chiffres d'affaires, mais qui sont très nombreux en quantité. Si jamais on fait un petit calcul, vous savez, avec la loi de Pareto, qui lui non plus est pas un joueur de foot milanais, Pareto, il a distribué toutes ces données pour dire que généralement, 5% du montant total des dépenses, c'est représenté par, ça pèse, 80% des dépenses, c'est souvent réalisé par à peu près 5% du nombre des fournisseurs. Mais ça veut dire que l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que souvent, un très grand nombre, alors pour notre exercice, on parlera de 70-80% du nombre des fournisseurs, ça pèse que souvent 5% des dépenses.
Et donc, du coup, tout l'enjeu que vous avez au niveau achat, c'est de réduire cette disparité. Je vous rappelle que, on va dire, créer un compte fournisseur, voilà, suivre une facture. Si tous ces éléments-là, c'est pas pour des enjeux financiers de plusieurs centaines d'euros, ben souvent, ça vous coûte plus cher de faire tout ça que le montant total de la facture. Hein, quand vous voyez des factures, des fois de quelques dizaines d'euros, voire de quelques centaines, vous pouvez imaginer que ça vous coûte plus cher de les traiter que le montant même de la facture. Donc, ben pour ça, vous avez une réflexion à avoir. Et là aussi, on remonte à la dimension de la stratégie. Peut-être de se dire qu'il y a un certain nombre de dépenses que vous allez organiser, regrouper. Hein. Alors après, vous avez un certain nombre de possibilités. On va pas rentrer dans les détails parce que du coup, déjà vous êtes meilleur que moi sur les détails. Et puis, ben, toutes ces logiques autour des accords cadres, des logiques de référencement, des logiques maintenant de centrale d'achat. Hein. Quelquefois, c'est peut-être plus intéressant pour vous, si c'est une réflexion stratégique, de venir référencer une centrale à laquelle vous allez confier tous ces petits achats. D'accord ? Vous aurez qu'un seul fournisseur, c'est la centrale ou le groupement, hein, suivant un petit peu les savoir-faire des uns et des autres. Mais vous avez un besoin. Et moi, là aussi, j'en reviens à la stratégie. Ok, j'analyse. Vous savez, cette cartographie des dépenses, c'est bien pour servir ce type de réflexion. J'ai analysé mes dépenses et je m'aperçois que j'ai beaucoup de dépenses sur tel et tel segment. Comment je vais regrouper tout ça? Voilà. Donc là, du coup, ben, il faut vraiment, et ça, vous avez raison, hein, il y a un double enjeu pour vous, un enjeu de temps. Hein, vous n'avez pas le temps. Voilà, ça c'est une constante du métier. Vous n'avez jamais le temps de faire tout ce que vous devez faire de bien aux achats. Donc ceux qui réussissent dans les achats, ben, ils choisissent leur bataille. Et donc du coup, je vous encourage à dire où est-ce que je veux consacrer mon temps. Ça veut dire que pour le reste, il faut trouver des solutions. Donc les solutions, c'est pas de mettre ça sous le tapis, c'est peut-être de se dire ben, je traite différemment l'achat, je le regroupe différemment, je l'externalise. Hein, il y a aussi beaucoup de sociétés maintenant qui vous proposent de s'occuper pour vous de ces achats. Et ben c'est une manière aussi quelque part d'alléger. Alors ça a un coût, hein, mais comme c'est une réflexion stratégique que vous avez conduite en amont, ben vous savez si c'est important ou intéressant de le faire. Voilà, Loan. On pourrait faire un webinaire hein, dédié vraiment à ces logiques, notamment d'achat classé. Mais bon, voilà, c'est quelques pistes pour commencer à réfléchir. Je note ces points-là parce que du coup, ça c'est des sujets qu'on va pouvoir sûrement un peu retraiter, mais c'est important en effet que vous en occupiez. Je vois une remarque de François là qui est intéressante et qui est d'autant plus intéressante par rapport aussi à son parcours, hein, puisque François a été dirigeant des achats de la SNCF, donc cet univers public il le connaît bien, et puis il a une belle culture également de l'univers privé maintenant. François, je m'interroge, mais avant de le faire, est-ce que tu m'autorises à t'inviter à me rejoindre pour nous parler un petit peu et compléter sur la question, et comme ça on pourrait peut-être rebondir là-dessus et terminer sur la question du public, du privé, du réglementaire. Est-ce qu'on s'autorise J'aime bien ce côté un peu non prévu. Hein, c'est sympa par rapport à tous ces webinaires très très réglementés et très préparés. Du coup, est-ce que tu veux bien me rejoindre et comme ça on parle un petit peu tous les deux de ce regard que toi tu peux porter aussi sur ces deux univers. Ça marche. Salut Fabrice. Hein, salut François. Un grand merci d'avoir accepté de venir avec moi là pendant ces quelques instants. Quelques mots peut-être pour te présenter et puis comme ça on va essayer de parler de ce regard achat public, achat privé. D'accord. En faisant vite, j'ai une trentaine d'années dans les achats opérationnels, 5 ans dans l'industrie, 15 ans dans l'automobile et 12 ans à la SNCF. Et depuis 4 ans, je suis en freelance, donc soit sur des missions de management de transition, soit sur des missions de senior advisor en appui de boîtes de consulting plus généralistes. Super. Du coup, quel regard tu portes, toi, qui a tout ce regard sur le public privé? Est-ce que tu partages quand même ma vision de se dire la pratique du métier, malgré tout, bien évidemment qu'il y a des environnements de contexte, mais globalement, public-privé, on est quand même sur des activités qui sont relativement similaires, ou tu vois des vraies différences sur la pratique du métier? Je dirais ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a un facteur qui est quand même très dominant dans la partie publique, c'est le poids des juristes. Ouais. Et quand on a affaire à des juristes qui sont vraiment en puissance, ils suppriment quand même l'utilisation de beaucoup de leviers d'achat,
Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé chez SNCF en 2008, on nous expliquait que pour respecter l'équité de traitement, on pouvait pas voir les fournisseurs. D'accord. Donc, plutôt que d'en voir quelques-uns et ne pas respecter l'équité de traitement, vu d'un juriste, on voit personne. Ça, c'est une pratique. La pratique des panels, ça peut être quelque chose qui est très difficile à faire avaler. C'est-à-dire, par exemple, créer des systèmes de référencement par le biais de qualifications techniques. Ça permet de gérer des panels, ça permet de gérer des entrées-sorties. Avant l'apparition du système de gestion dynamique des panels, on ne pouvait pas le faire. Après, les autres écueils qu'on a, ils sont liés à l'attente. Dans beaucoup de parties publiques, l'attente, elle est sur la sécurité réglementaire, la conformité réglementaire, et au détriment de l'économie. Dans le privé, l'économie prime beaucoup. Et comme tu le disais, même si on a des procédures, même si l'encadrement est le même, la focalisation n'est pas du tout la même. Donc les leviers qu'on va développer, c'est des cost breakdown. C'est les fournisseurs répondent sur des structures de coûts préétablies, par exemple dans l'automobile, ce qu'on voit peu dans le public. C'est du sourcing au sens beaucoup plus incitatif, puisqu'on n'a pas le libre accès à la commande publique comme critère dans le privé. Donc j'ai le droit de choisir qui va répondre et j'ai le droit de choisir à qui moi je ne vais pas répondre à sa réponse. Super. Donc sur des critères qu'on a du mal à mettre en œuvre dans le public, même si avec un peu d'ingénierie on le met. Il y a des entreprises publiques, par exemple ADP, Aéroport de Paris, est très avancé sur ces pratiques de l'achat public et très proche du privé. SNCF Réseau, on l'était assez développé là-dessus. EDF est en train de développer son programme. Et ensuite, toujours dans la même veine, c'est-à-dire l'attente des parties prenantes. Ce que moi j'ai constaté dans le public, et j'ai pas évolué uniquement chez SNCF. Hein. En tant que conseil, j'ai bossé avec La Poste, à la RATP, j'ai bossé sur plusieurs appels d'offres. Ce qu'on voit, c'est un manque d'appétence pour le benchmark. Ouais. Et ça, c'est souvent une marque de fabrique du public. C'est j'ai un dogme et je reste dans mon dogme. Alors c'est pas vrai partout. Hein. Il y en a qui sont, et on le voyait tout à l'heure avec Amandine, la pratique du benchmark, elle existe. Mais autant elle est systématique dans le privé parce que c'est un outil d'achat, autant elle est liée à la personnalité et à la perspicacité de l'acheteur public. Mais mis à part ça, on voit des très bons acheteurs ex-publics dans le privé. Et ça se passe très bien. Peut-être un petit point pour embêter tout le monde, parce que tu sais bien que j'aime bien. Un des gros facteurs différenciants aussi pour l'acheteur hein, sur le CV, c'est que l'exigence de parler anglais couramment, elle est beaucoup plus faible dans le public que dans le privé. On est d'accord. Bon, super. Écoute, un grand merci d'avoir été. À très bientôt. Bonne suite à toi. Je suis désolé. Merci. C'est trop cool ça. J'aime bien cette idée d'avoir des invités comme ça qui s'invitent et qui viennent apporter un petit éclairage. Donc du coup, je partage alors une fois encore, moi je vous parlais des activités. Le benchmark, ça c'est vrai. C'est vrai que moi souvent, quand je discute avec des acheteurs, c'est une des premières questions que je leur pose. Mais du coup, cette question que tu me poses, est-ce que tu l'as évoquée avec d'autres personnes dans des réseaux, voilà, parce que pour autant, les acheteurs du public souvent parlent pas mal entre eux. Hein, il y a des clubs d'ailleurs dans certaines régions. J'étais moi il y a pas très longtemps à Grenoble. Là, il y a une belle réunion annuelle qui s'appelle les Assises de l'achat public, organisée par la métropole, la ville, l'UGAP et le département. Et donc du coup, il y avait, je crois, 200-300 personnes. C'est énorme, hein, c'est ce type de séquence. Donc il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, voilà. Après, la notion du benchmark sur les dossiers, c'est souvent un petit peu moins vrai. Et du coup, voilà, c'est des choses à développer, parce que ne réinventez pas en permanence. Tous les sujets que vous êtes amenés à aborder, ils ont été plus ou moins abordés déjà par d'autres, avec des succès, des fois avec des difficultés. C'est aussi intéressant de s'enrichir de ce qui n'a pas marché chez les autres. Une question d'Amélie. Un juriste marché public peut-il, selon vous, monter en compétence et devenir un bon acheteur public? Mais oui, mais bien sûr. Je crois que c'est Mister Barrier là, qui prône souvent cette notion de juriste acheteur, mais je partage tout à fait. En tous les cas, à minima, une bonne connaissance du métier achat, etc., c'est très intéressant pour un juriste. Et quand tout d'un coup, vous réussissez à bien créer le binôme juriste-achat, mais ça fait des étincelles, hein, au sens
feu d'artifice, pas friction. Ça fait vraiment c'est des beaux succès. Donc oui, bien sûr qu'un acheteur, qu'un juriste marché public peut avoir des belles montées en compétences et pourquoi pas devenir un acheteur public. Moi, j'en ai quelques-unes parmi nos clients, et je trouve que bien évidemment il y a plein de dimensions partagées, hein, et d'une manière plus large d'ailleurs. Oui, rien ne vous empêche, en fonction de vos envies, de vos appétences, maintenant à grandir sur différents sujets. Donc oui, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais vous remercier pour cette séquence un petit peu, qui j'espère vous a donné quelques petits points. C'était rapide, c'était un petit éclairage, c'était un petit partage. Continuez à batailler les uns et les autres pour faire grandir notre métier achat. Il y a plein de belles choses qui sont en train de se passer. Nourrissez-vous, partagez, et puis écoutez, on peut continuer à échanger sur LinkedIn. À bientôt. Merci, au revoir.